Pasaré. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur RTI 1. Mercredi, c'est le jour d'aujourd'hui. Et quand on dit mercredi sur Matin Bonheur, il y a énormément de choses pour votre plaisir et surtout beaucoup de choses à apprendre. J'espère que vous êtes bien levés, que vous êtes confortablement installés, soit dans votre lit, soit dans votre canapé, ou peut-être en train de reprendre votre petit-déj si vous êtes super matinaux. En tout cas, nous sommes très heureux d'être là. Bonjour chez vous, bonjour Marco. Bonjour mademoiselle Amani, bonjour à tous mesdames et messieurs. Merci en tout cas de nous faire confiance pour ce troisième circuit matinal de cette semaine. Au sommaire, bien sûr, on aura, vous savez, hein, comme tous les mercredis, deux piliers autour desquels vont graviter vraiment tous les déterminants de cette émission. D'abord l'environnement, l'écologie avec Konzli Midet et puis la famille avec Dr Bernadette Assou-Nguessan. Ce sera dans le dernier couloir de cette émission. Le couloir justement que va emprunter la même Fatim Djidje pour ouvrir les vannes de ce rendez-vous avec la titrologie. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. De quoi parle la presse nationale? Que disent vos journaux en ce mercredi 10 mai 2017? Vérification immédiate et ça se passe par ici. Avec Fraternité Matin qui nous parle donc de santé à la une. De nouvelles méthodes pour enfanter, le docteur Anna Touré-Accra, gynécologue, vous explique tout. L'autre information principale concerne l'indemnisation des victimes des crises. La réparation communautaire démarre en juillet. On poursuit avec le Patriote cette fois-ci. Rebondissement dans l'agro-business. Yapi Christophe négocie avec la justice. Et à propos du soulèvement à Bouaké, on peut lire « Halte au chantage ». Voici ce que Ouattara a fait pour les démobiliser. La une suivante, c'est celle de l'intelligent d'Abidjan qui titre « Colère de Ouattara en Conseil des ministres, des hauts cadres PDCI chez Bédier pour stopper le clash. Thierry Tannot et Jean-Louis Billon accusés de mettre de l'huile sur le feu. » Une rencontre est donc prévue entre le chef de l'État et le président du PDCI dans la journée. On va maintenant découvrir la une de l'Inter, qui propose un reportage exclusif à la rencontre des soldats fâchés de Bouaké et Korogo. Le quotidien propose aussi un formidable reportage sur le CHU de Yopougon, où rien ne va dans le service des urgences, une information que je développerai lors de la revue de presse. Le Nouveau Réveil maintenant, titre 1er juin, le PDCI lance le grand ratissage en prélude aux nouvelles échéances électorales. Et on apprend qu'à Daloa, une élève de terminale a été violée et tuée. À la une de Soir Info, maintenant, les ex-combattants préviennent « Nous ne voulons pas dormir à Abidjan ». Ils annoncent une rencontre de haut niveau aujourd'hui même. Et on va clore cette titrologie avec Notre Voix et les mots de Maître Rodrigue Dadje. Madame Gbagbo sera bientôt libérée. Et on apprend que les partisans de Soro dévoilent leur slogan de campagne pour 2020. C'était donc les titres et je vous retrouve pour la revue de presse détaillée juste après le JT vers 6h45. À tout à l'heure. Tout en noir, sexy. À tout à l'heure. Elle est mignonne, hein? Oui, très en beauté ce matin. Venir alors. Bah oui, vous nous aurez manqué sinon. Le mercredi 10 mai, c'est la date du jour. J'espère que vous êtes heureux d'être en notre compagnie. On a l'habitude de le dire, ça fait peut-être cliché qu'on est très heureux d'être là, mais c'est tellement vrai de se réveiller avec vous et de vous permettre de vous réveiller également en douceur, en joie et en bonne humeur sur RTI 1. On va passer à présent au sport. Vous le savez, après la titrologie de Miss DJ, c'est la gym de La gymnologie, vous l'avez dit? Coach Fabrice. Et on vous laisse le temps comme ça pendant la revue de presse, tout en étant très attentif, de pousser les meubles éventuels qui pourraient gêner. Alors Marco, on y va, au pas de course? Oui, allez, 1, 2, 1, 2. C'est la gym. 1, 2, c'est parti. Salut à tous, salut Eva, salut Marco, je suis ravi d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, au programme, nous avons des exercices qui vont nous permettre de travailler tout le corps, mais principalement les jambes. Donc j'espère que vous êtes prêts chez vous. Vous allez avoir besoin d'un tapis et puis d'une bouteille d'eau pour vous hydrater parce que je sais que ce sera assez compliqué. Donc si vous êtes prêts, on y va déjà. Allez, rotation des épaules. Allez, 2,
3, 4 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. On reste dans la même position. On s'attrape comme ça et on tend les bras là. On va en faire 10. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, super. 8, 9 et 10. Allez, on part directement aux jambes. On recule une jambe. Ok, le talon arrière est bien posé au sol. Les deux talons même sont posés au sol. La jambe de devant est cassée. Allez, on reste là quelques secondes. On se balance légèrement vers l'avant. Allez, on change. On fait pareil. N'oubliez pas, les talons sont bien posés au sol. Allez, encore. On termine avec de légères flexions au niveau du genou. Là. 1, 2, 3, 4. On en fait 10, 5, 6, 7. Ne forcez pas. 8, 9. Ok. Le premier exercice que je vous propose, c'est quoi? Ce sont les squats sautés, mais avec un saut latéral ensuite. Alors, je me mets là. On écarte les pieds simplement. Ok. Et on va faire un squat là. Et au second squat, on a un saut. On vient là. Comme ça. Ok. À chaque fois. Donc, on va faire 15 sauts. Ok. Donc, 15 squats, 15 sauts. Ok. Avant de passer à notre second exercice. Ceux qui ne peuvent pas faire le saut, aucun souci, vous faites un squat. 1, 2, un squat. 1, 2, un squat. À chaque fois, vous faites 2 pas chassés entre le squat et le prochain squat. Un squat, 1, 2, squat. Un squat, 1, 2 et squat. Ok? Allez, on y va. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 1, 1. Courage. 1, 1. Le dos reste bien droit. 1. Encore, on continue. On est au 8e. Allez, courage. 10e. 11e. 12. 13. 14. Et 15. Super. Allez, on s'arrête là. On souffle 10 secondes. Alors, n'oubliez pas, pour ceux qui ne peuvent pas faire le saut, vous faites un squat, un pas chassé, deuxième pas chassé, squat, un pas chassé, deuxième pas chassé, squat. Ok? Alors, on passe directement au second exercice, le plank jack. Alors, en quoi ça consiste? On va prendre la position du gainage facial et on va faire bouger les pieds en bas. Regardez ce que ça donne. On part là, sur les coudes. Ok? Et allez, on saute là. Ok? Pour ceux qui ne peuvent pas faire cet exercice comme ça, on est là. On fait 1, 2, 3 de manière unilatérale. Ok? On essaie d'en faire 20 également. Allez, on va y aller. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Allez, on souffle un peu. Ok, on s'éponge. On part pour le deuxième passage. Allez, 3, 2, 1. Top, je fais de manière unilatérale. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on souffle encore. 10 secondes. Et on part une dernière fois. Allez, on respire. 3, 2, 1. Top, le dernier. Et cette fois-ci, je fais avec les deux jambes. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Félicitations à vous si vous avez réussi à faire tous ces exercices.
Je vous invite à les répéter chez vous à la maison. La récompense est au bout de l'effort. Moi, je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, gardez la pêche. Allez, ciao. Garde la pêche. Ah oui. Eva, quand le coach Fabrice fait les mouvements, tout ça, elle prend note. Elle prend tellement note que parfois... enfin bref, je vais m'arrêter là comme ça. Je prends note et il y a des mouvements qu'elle aime particulièrement. Bah oui, que je veux reproduire chez moi. Lesquels par exemple? Là, quand il était... Non, pas forcément, mais il y en a qui m'ont tapé dans l'œil, on dira. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mai, c'est le mercredi 10 mai et le monde entier donc célèbre d'une certaine manière la journée du souvenir de l'esclavage, ces 100 heures donc, du peuple noir, opprimé, bastonné, primé, franchement. Et ce matin, nous avons certainement souvenance de toutes ces cicatrices, de toutes ces meurtrissures donc, de nos peuples africains à travers le monde qui auront, hélas, contribué contre leur gré au développement de certaines parties du monde, Eva. Exactement. Et au-delà de l'abolition, la journée devra engager une réflexion générale sur l'ensemble de la mémoire de l'esclavage, longtemps refoulée pour la faire entrer dans notre histoire. C'est l'occasion également de s'interroger sur la façon dont la mémoire de l'esclavage peut trouver sa juste place dans les programmes de l'école primaire, du collège et du lycée. Et surtout, il faut reconnaître surtout dans des pays industrialisés, la France, les pays européens, il faut apprendre aux enfants, parce que jusqu'à un certain moment, dans les programmes scolaires, c'était volontairement, on va dire ça comme ça, occulté. Il faut faire en sorte que cela soit su par toutes les générations pour que le monde entier se souviennent. Merci d'être avec nous à ce rendez-vous matinal. C'est le 3e circuit de la semaine. On est très heureux d'être en votre compagnie. Très heureux également de retrouver notre rédacteur en chef adjoint qui retrouve la forme après une petite maladie. Maintenant, il est robuste. Donc, M. Boutou, il est avec nous avec beaucoup de plaisir. Le point route, je rappelle tout simplement que c'est bien sûr Soro Félicité qui signe l'écriture technique de cette émission. Allez, Eva, démarrez la voiture, la Matino Mobile. Voilà, c'est parti. Je démarre. Bah, démarrer, Félicité. Premier virage. C'est où? Premier virage. De plateau. Cocody, avec bien sûr une circulation assez fluide, Eva. Oui. Rien de particulier à signaler, si ce n'est donc les véhicules habituels qui se déplacent. Deuxième escale, Soro Félicité. Dans quelle commune est-ce que vous nous emportez à présent? Ce sera au grand carrefour de Trècheville qui est quasiment désert. Il faut comprendre. On peut faire un pique-nique ce matin. Faut comprendre. On peut prendre son petit déj au grand carrefour. Matinale explique cela. Quoique. Koumassi nous appelle ou le De Gaulle ou le boulevard Lagunaire. Il y a longtemps qu'on n'a pas le boulevard Lagunaire. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va où? Koumassi avec trafic assez fluide. Il n'y a pas de go-slow. Généralement à 7 h là, ça va. Il est 6h11, donc normalement, ça va. On va terminer avec... Soro Félicité. On termine avec Soro Félicité. Bah oui, qui va nous guider et qui nous emmène jusqu'au plateau sur le pont de Gaulle. Encore une fois, vous avez en temps réel, grâce à notre partenaire Abidjan.net, l'état de la circulation que vous pouvez d'ailleurs retrouver tout au long de la journée sur le site en question. Nous avons fini donc avec le point route. On y reviendra bien évidemment. Et si vous êtes des inconditionnels de cette émission, vous le savez, pendant Matin Bonheur, nous avons minimum 2 à 3 points route afin de guider vos déplacements matinaux. On va passer à présent à un petit reportage qu'on a concocté tout spécialement pour vous. Le reportage est sur moi, Marcelin Govoy. Qui a fêté ses 17 ans de carrière. C'était hier d'ailleurs. Ben ouais, on a fêté jusqu'au bout de la nuit. Franchement, 17 ans de carrière pour M. Govoy. Ça, voilà, ça se félicite. C'était le 9 mai 2000, première antenne. Oui, à la météo. Vous n'étiez pas en connaît. Alors, pendant que Kanzli Midé, si on peut l'installer, tout ça, c'est pour qu'elle puisse s'installer. Vraiment, soyons connivents, c'est pour que Kanzli puisse s'installer. On va commencer, bien sûr, c'est l'écologie. Aujourd'hui, nous allons parler avec Kanzli d'un thème assez intéressant. Vous savez que c'est son sacerdoce, la défense donc, de l'environnement. Et puis, on discutera avec elle, sans oublier, bien sûr, également Bernadette Assou-Nguessan qui sera avec nous dans le dernier couloir de cette émission pour nous parler bien sûr de famille. Comment devient-on, quand devient-on vraiment adulte? C'est la thématique famille de ce mercredi avec notre psychologue maison. Et puis aussi, on va parler d'une invention qui fait plaisir, qui soulage un tant soit peu nos populations par rapport à
à l'eau. Vous savez que l'Afrique a un très grand problème au niveau de l'eau potable et donc on aura de bonnes nouvelles de ce côté-ci. Merci. Et oui, et dans quelques instants avec Anzli Mindé, comme Marco l'a dit dans la chronique écologie, sera question de la protection de notre littoral. C'est très intéressant. Vous le savez, tous les mercredis, elle nous informe sur ce qui menace la planète écologique et elle sera là. Elle se prépare à entrer. Voilà, on la laisse entrer. Nous sommes en direct. On ne cache rien aux téléspectateurs. Bonjour, Kanzli. Jingle écologie. Voilà, pendant qu'elle s'installe. Bonjour, ça va très bien et vous? Toujours africaine. Merci, vous aussi. Engagée. Merci. Ça va? Ça va super bien. Alors aujourd'hui, on a quoi? On a quel menu écologique aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va toujours parler des mauvais comportements de nous, des êtres humains. Et il y a un fait assez alarmant. Ce sont nos ressources en eau qui sont menacées, qui sont bafouées par nos mauvais comportements. C'est triste, hein. Nous constatons, nous allons demander au niveau de la régie si déjà on peut déjà mettre cet élément. Voilà, nos plages, notre littoral souffre et pleure. Nous déversons tout ce qu'il y a comme ordures ménagères. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Et donc, comme vous le constatez, hein, depuis Bassa, Massini, jusqu'à de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, au niveau de San Pedro, nos baies sont carrément sales. On le constate avec justement ces images, on va dire, amateurs, d'amateurs. Déchets, détritus sur nos plages. C'est pas glamour du tout. Oui, du tout. Pour des vacances... Franchement, hein. Surtout que Eva et moi, on a le temps de réfléchir à nos prochaines vacances. Franchement, et on pourrait faire le tour d'ailleurs de la côte d'Ivoire. Du littoral. Voilà, du littoral justement, passer là, ça donne pas très envie. Ah oui, ça donne pas très envie. Surtout que la Côte d'Ivoire est un pays, on va dire, touristique, qui attire beaucoup de personnes. Je pense que c'est une image pas vraiment intéressante pour notre pays et qu'il faut qu'on change ce comportement-là. Avec un tel constat, une seule question. Que faire? Alors, que faire? Il faut tout simplement arrêter immédiatement toutes les pratiques mettant en péril nos plages et nos bordures de cours d'eau. Il faudra beaucoup sensibiliser les populations, d'où l'implication de nous, les journalistes, hein, les hommes des médias et autres. Il faudrait qu'on prenne la chose après le corps et qu'on sensibilise via nos médias. Il faut aussi renforcer la brigade de protection justement de notre littoral. Il faut aussi appliquer fermement cette loi-là contre la pollution de notre littoral. Et puis également, il faut valoriser nos plages. C'est vrai qu'on les valorise, on fait de sorte que... C'est une véritable décharge là. Ah oui, c'est une véritable décharge que vous voyez là, justement. C'est cela. Et voilà, cette image vraiment me fait très mal au cœur quand je vois cette dame. Regardez un peu ce qu'elle va faire. Hein. Regardez. Elle déverse carrément des ordures dans la mer. C'est de l'eau usée, c'est rempli de déchets. Voilà, quand elle a déversé, elle-même, elle avait peur que cette eau-là la salisse et justement, elle va salir l'eau, notre plage, avec cette eau-là. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut immédiatement arrêter, il faut mettre en pratique. Et je pense que c'est dans ce sens que justement, des jeunes chercheurs, des jeunes étudiants ont décidé de prendre la chose à bras le corps. C'est des jeunes universitaires, hein, ils ont mis en place une plateforme de lutte contre justement l'insalubrité au bord de nos plages, de nos cours d'eau. C'est justement ce cri d'alarme qu'ils font, donc protégeons notre littoral. Donc ces jeunes que je salue au passage hein, avec cette ONG, sont eux d'ailleurs qui ont donné ces images. Merci beaucoup pour ce que vous faites, chers étudiants, chers chercheurs. Et je pense qu'avec vous, et avec le gouvernement, avec l'implication de chacun de nous, on pourra changer l'image de la Côte d'Ivoire parce qu'elle n'est pas vraiment... On est censé se rendre dans un autre village, hein, à la Oupanda, je ne sais pas oui, si ils partent justement, l'image est disponible. En attendant, Kanzli, vous avez dit en début de chronique que nos ressources en eau disparaissaient, ce qui est d'ailleurs vrai. Oui. Et malheureusement, cela a un impact considérable sur l'accès à l'eau potable. Eh oui, cela a un véritable dommage sur notre accès à l'eau potable. Alors, c'est vrai, hein, on a des ressources. Je sais pas, Eva, vous allez au village? Oui. Vous allez dans votre village? Posez-lui bien la question. Ça arrive, oui. Posez la question. Marcelin, vous allez dans votre village? Bah oui. D'accord, j'ai confiance en vous, de toute façon. En fait, c'est juste pour vous poser une question, pour savoir. Moi, quand j'étais toute gamine, quand je partais au village, on avait des rivières, des marigots, où on se baignait.
Et c'était des moments de rencontre aussi. Bon, oui, tout à fait. C'était tellement paradisiaque avec tout ce qu'il y avait autour. Mais aujourd'hui, quand je vais dans mon village, ces cours d'eau-là ont carrément disparu. Même les fleuves ont tari. Enfin, franchement, pour dire que ça a plutôt pris la place des ordures, on a des herbes, tout et tout, pour dire que l'eau est en train de disparaître, il faut faire quelque chose, il faut arrêter. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Et justement, ces jeunes-là sont partis, comme vous le disiez tout à l'heure, à la Haute-Panda, qui est un très, très beau site magnifique, qui malheureusement est en train de disparaître, en train de mourir. Hein, la Haute-Panda, je pense que c'est un cri de cœur de la Haute-Panda. On doit beaucoup se pencher sur la situation de la Haute-Panda. Vous voyez, on enlève le sable au bord des lagunes, de la mer. Vous voyez les gens qui transportent leur maison comme ça. Qui déplacent leur maison, en fait, voilà. du niveau de la mer. Oui. Vous voyez un peu le village. village. De la carte postale, on a la carte de souffrance aussi. Oui, carrément. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention de tout et chacun sur nos mauvaises pratiques pour qu'on arrête, pour sauver justement notre littoral, les habitants de ces lieux-là. Et puis... Mais la bonne nouvelle dans tout ça, Kanzli, c'est qu'il y a des solutions, hein, mesdames et messieurs. Il y a bien sûr des pour solutions. Potabiliser l'eau de consommation. Et nous avons justement le grand plaisir d'avoir sur notre plateau M. Kwaku, qui vient nous présenter, nous parler bien sûr d'une méthode assez pratique et très originale pour avoir de l'eau potable. Kanzli, vous le connaissez? Oui, très très bien. Je connais très bien. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Vous êtes là pour nous parler de filtre à eau. On vous écoute. Bon, filtre à eau, c'est une technologie qui est développée par les Américains et qui se sont installés au Nicaragua depuis 1981 et qui... Pendant la révolution sandiniste. Voilà. Et donc, ils développent cette technologie au profit de toutes les ONG à travers le monde. Et donc, nous, ici en Côte d'Ivoire, NCRIS, c'est notre ONG, ils nous ont concédé cette technologie pour produire et faire la promotion des filtres dans le cadre des objectifs du millénaire 2015. Et donc, le filtre a été introduit en Côte d'Ivoire depuis 2010 avec l'appui de l'UNICEF. Et nous avons fait un projet pilote pour donner des filtres dans les zones de Tia Salé et de Dabakala. Alors, comment donc, ce filtre à eau, c'est à base d'argile, de produits locaux. Argile, copeaux de bois et puis du colloïde d'argent. D'accord. Alors. Et quand il y a une question? Oui, moi ce que je souhaiterais savoir, est-ce que ces filtres respectent les normes de l'environnement, de l'écologie? C'est la première question que j'ai posée. Est-ce que c'est reconnu par l'OMS? Oui, en fait, le filtre, il a fait l'objet d'études de tous les grands laboratoires dans le monde. La première fois que j'ai découvert le filtre, c'était au MIT. C'est la plus grande université technique au monde dans leur laboratoire. Massachusetts Institute of Technology. Voilà, exact. Et donc, le filtre, même en Côte d'Ivoire, ça fait l'objet d'études à l'université. Il y a eu une thèse de docteur d'État en pharmacie qui a été soutenue pour tester si le filtre il a adapté. Est-ce que vous avez prévu de nous faire un test en direct? Comment ça va se passer? Dans tous les cas, on va avoir, grâce à Félicité Soro, on va faire une démonstration. On vous regarde, allez-y. Doucement. Allez-y. Vous êtes à la maison, allez-y. Soro, Félicité vous suit, voilà. Voici de l'eau. Je peux venir vous aider, hein? Oui, Kanzli, venir aider. Eva, on aurait pu mettre en bas de cette démonstration la chanson de Alpha Blondy. Dans celui-là? D'accord. Allez-y. On peut le mettre à... C'est fini. C'est bon. Voilà. La démonstration. Voilà. D'accord, vous allez commenter en même temps, c'est par pour où? nous autres profanes, pour qu'on sache ce que vous faites. Alors là, voilà. Je l'ai. Monsieur Kwaku, vous pouvez On a là le Ça, filtre. c'est le filtre lui-même. D'accord. C'est le en filtre. argile. C'est en argile. C'est un produit naturel. Il n'y a pas de produit chimique. Et donc, il filtre entre 1 et 2 litres par heure. Par heure? Par heure, 1 et 2 litres. Et il élimine tous les corps étrangers. Produits chimiques, sable, tout ce que vous pouvez imaginer. Il suffit que ça soit un corps étranger. Même les microbes? Les microbes, ça élimine les microbes à 100%. D'accord. Allez-y. Et donc, voilà, ça c'est le filtre. Et alors, il y a je pense que pour montrer bien aux téléspectateurs, vous pouvez mettre, on va essayer de... Alors, non, allez-y. C'est bon? Voilà, c'est bon là. Parce qu'en fait, il y a un robinet, je crois. Allez-y. Allez-y alors. Donc on le met dans le récipient qui est conçu à cet effet. Voilà. Et puis on met de l'eau. Là, on met de l'eau. On va voir. Donc c'est de l'eau qui est censée être non potable. Hein, voilà. De l'eau purifiée, voilà, pour purifier cette eau. On doit la remplir carrément.
Oui, pour que ça prenne tous les porcs qui sont disponibles. Wow. C'est rempli. Rempli, suivez bien, hein, parce que c'est vous qui devez valider Bien ça. sûr, bien vous êtes sûr. notre spécialiste sur ce plateau. Voilà. Et ensuite, Et qu'est-ce qui donc- se passe, M. Kwaku? Et filtre. D'accord. L'eau passe à travers les porcs et ça descend dans le seau. Et là, je peux boire? On peut Je le peux boire recueillir. déjà? Oui, Alors, bien sûr. vous avez dit en 1 heure. Hein? Oui, entre 1 et 2 litres par heure. D'accord. Quand on se dit servez-vous, Oui, oui. possible? Mais Bah, comment je faut fais qu'on avec attende, le c'est pour ça que je robinet? disais, en 1 heure, il faut bien qu'on attende que Je peux que vous l'eau aider? c'est total. Hein. l'eau pure descende. Voilà, Voilà, je peux vous aider. voilà. D'accord. On va donner à Eva. C'est la Ah plus- oui, moi c'est je, la plus jeune aussi. je poussais tout à l'heure. Voilà. C'est la plus jeune. Alors, Eva va boire. l'eau est Allez-y, filtrée, Candy. hein, Et je on vais va voir, voir. on va voir le résultat 2 minutes après. À vous l'honneur. À votre santé. Ah, vous avez soif, hein? C'est savoureux. Oula, c'est trop bon. D'accord. Sinon, Et on peut je parler sais, de l'eau d'ailleurs, comme ça. c'est bon. Ce matin, j'ai oublié de faire ma cure d'eau. Hein. Je pense que c'est C'est bon. super. Monsieur Monsieur Kwaku. Kwaku, vous pouvez retrouver votre Eva, vous voulez pas siège. Non, ça ira. Ou après l'antenne. Non, non, je suis pas d'accord. Écoutez, mesdames et Ah, messieurs, c'est très bon. Plus que 2 minutes avant de passer au JT. Donc, on vous écoute. Vous n'allez pas vous débiner. Eva, Je vais boire pendant le Vous êtes- JT. Pendant le vous JT avez de été Hamza tiré au Diaby. sort Par- par Kati Fadiga pour boire l'eau. Alors, monsieur Kwaku. Oui, et donc il est présenté sous 3 formats. Celui de 33 litres qu'on vient de manipuler. Le petit, ça fait 20 litres. Et celui-là, il fait 25 litres. Lui, il est à 100% écologique. D'accord. C'est-à-dire que le récipient, il est en argile. Le filtre, il est en argile. Et D'accord. donc, ça donne de l'eau. Et à qui qualité est-ce nat- que ce filtre se destine? C'est pour les populations rurales qui Toutes n'ont les pas accès? populations rurales, tout le monde. D'accord. Alors, je rappelle que le contenant est d'une capacité de 33 litres hein, pour le grand modèle et de 20 litres pour le petit. Le filtre permet de traiter 1 à 2 litres par heure. Ce que vous voyez là sur votre écran, mesdames et messieurs, les limites de tous les corps étrangers à l'eau, y compris les microbes. Il permet d'obtenir de l'eau pure, à l'instar bien sûr du plaisir de Kanzli tout à l'heure. Il a une durée de vie, ça c'est très important, de 2 ans. Au bout de 2 ans, seul le pot céramique doit être remplacé. Pour plus de détails, voir complément d'information. Vraiment, il faut vous contacter. Vous êtes à quel numéro, s'il vous plaît? 07 09 49 24. D'accord. Donc, vraiment, pour avoir des informations et surtout, cela peut soulager un tant soit peu toutes nos populations dans nos pays, dans le pays profond. Merci beaucoup. Kanzli, on va terminer. Oui, on termine justement pour... Ça fait du bien aux populations. Bah, hein, c'est une bonne bien nouvelle. sûr, bien sûr. C'est une très très bonne nouvelle. On parle de l'eau, on parle du littoral, on parle d'accès à l'eau potable. Je pense que c'est une très très bonne nouvelle. Cela permet à chacun de nous d'avoir accès à l'eau potable. Et puis bon, voilà. Et il faut changer nos comportements, c'est important. Merci surtout beaucoup, ça. Kanzli. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Kwaku, pardon, également. J'espère que c'est accessible hein, en termes de prix. D'accord. 6h26, la météo, petite pluie fine en venant ce matin à Abidjan. La température est assez douce ce matin. En tout cas, on vous envie hein, si vous êtes en train de vous réveiller. Regardez surtout Matin Bonheur. Dans un instant seulement, le journal, mais avant la météo et puis peut-être une page agenda. Vous êtes à Matin Bonheur, le rendez-vous de l'environnement et de l'information. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Pour éviter la multiplication et les piqûres de moustiques qui donnent le paludisme, je rends l'intérieur et l'extérieur de ma maison propre. Je dors chaque nuit sous la moustiquaire imprégnée. Finissons pour de bon avec le paludisme. Message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en partenariat avec la Fondation MTN Côte d'Ivoire. Tournoi d'Awalé de la francophonie Abidjan 2017. Sous le patronage de M. Robert Begré-Mambé, ministre auprès du président de la République chargé des 8e Jeux de la francophonie, le district autonome d'Abidjan organise la grande finale de la première édition du tournoi d'Awalé le samedi 13 mai 2017 à l'espace Saint-Jean de Cocody de 8h à 18h. Abidjanaises, Abidjanais, amoureux du jeu d'Awalé, venez massivement soutenir les finalistes du jeu d'Awalé organisé en prélude des 8e Jeux de la francophonie.
Bonjour mesdames et messieurs, le début de matinée sera marqué par une bonne présence nuageuse dans les régions de l'ouest au nord-ouest avec de faibles possibilités de pluie par endroits. Par ailleurs, des passages nuageux réguliers pourraient s'observer sur les régions forestières et les régions côtières. Ailleurs, ce seront les éclaircies qui seront relativement importantes. Pour les températures, on pourra noter 25 degrés à Abidjan, à Diaké 23 degrés, Bondoukou marquera 24, il fera 22 degrés à Boaké, Daloa 23 degrés, Dimbokro 24 degrés, la ville de Gagnoa marquera 24 également, Korogo 23 degrés, Mans 21 degrés, Odiéné 22 degrés, 24 degrés sur les villes de San Pedro et Sassondra, Tabou 23 degrés et Yamoussoukro 23 degrés. On aura un début d'après-midi ensoleillé et plus tard la présence de petites cellules orageuses et pluvieuses sur la région du sud-ouest. Cette situation n'empêchera cependant pas le soleil de s'imposer largement sur l'ensemble du pays. En fin d'après-midi ou en début de nuit, le nord-ouest sera affecté par quelques pluies orageuses. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés à Abidjan comme à Diaké, 35 degrés sur la ville de Bondoukou, 34 degrés à Boaké, Daloa, 33 degrés, Dimbokro, 36 degrés, 32 degrés sur la ville de Gagnoa, 36 degrés à Korogo, la ville de Mans affichera 32 degrés au mercure, Odiéné, 36 degrés, 31 degrés à San Pedro comme à Sassondra, Tabou, 30 degrés et Yamoussoukro, 33 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. La gendarmerie nationale renforce ses effectifs. 290 nouveaux élèves sous-officiers de première année de la promotion 2016-2018, dont 13 jeunes filles de l'école de gendarmerie d'Agban, l'école de gendarmerie d'Abidjan, intègrent les rangs de la gendarmerie nationale. Jugés aptes après la formation commune de base, ces nouveaux gendarmes ont été présentés au drapeau. Une présentation qui consacre leur entrée effective dans la vie militaire. Ils ont été invités au respect des lois et des institutions de la République. Abou Sanogo. Il est d'usage dans les forces armées que les jeunes qui ont opté pour le métier des armes soient soumis dès leur intégration à une formation initiale, appelée formation commune de base. Et pendant cette période, leur sont inculquées les notions élémentaires de la vie militaire. Après 93 jours d'intenses efforts physiques, intellectuels et moraux, ces 290 élèves sous-officiers de première année de la promotion 2015-2017 vont connaître la joie d'être militaires. D'où une présentation au drapeau qui marque la fin de leur initiation et leur confère la qualité de soldats. Après leur avoir expliqué le sens de cette cérémonie, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a invité les nouveaux gendarmes à être habités par l'esprit de discipline, de rigueur au travail, de loyauté et de fidélité aux institutions de la République. Cette cérémonie consacre la volonté du chef suprême des armées, son Excellence M. Alassane Ouattara, de renforcer les capacités de notre institution qui se trouve confrontée à de multiples défis. La lutte contre l'orpaillage clandestin, la lutte contre les coupeurs de route, la lutte contre toutes les formes de trafic, le terrorisme et j'en passe. Élèves sous-officiers de première année, vous faites désormais partie de ceux qui ont la lourde tâche d'honorer et de défendre le drapeau national en tout temps, en tout lieu, contre toute forme d'agression, et ce, jusqu'au sacrifice suprême. La gendarmerie est une institution prestigieuse avec son mode de fonctionnement
et des valeurs propres. Nous n'avons donc pas le droit de décevoir la grande estime que la population nous porte. Désormais jugés aptes à intégrer la grande famille des forces armées, ces nouveaux soldats ont exécuté leur premier défilé aux ordres du lieutenant-colonel Moné Eric, commandant des troupes. Le travail à tout prix. Pour gagner leur pain quotidien, elles ont décidé de se spécialiser en entretien de chaussures pour hommes. Grâce à une technique qu'elles ont apprise pendant plusieurs années, Rachel et Marthe ont pu dompter le cuir. Aujourd'hui, elles redonnent vie à des chaussures usées. Notre reporter Michel Digré les a rencontrées dans leur atelier. Regardez. Derrière cette vitrine, des chaussures de toutes marques. Si certaines, les neuves, sont destinées à la vente, les autres ont été déposées par des clients pour réfection. Des chaussures qui arrivent souvent dans un état dégradé. J'amène quelques chaussures pour qu'on puisse retoucher un peu la couleur. Ok. Je veux une couleur verte comme ce sac qui est juste à côté de moi. Marthe tient la boutique depuis quelques années. Sa passion, redonner vie aux chaussures. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais vous montrer des chaussures sur lesquelles nous avons déjà travaillé et avec quel type de verre on a eu comme résultat. Marthe partage sa passion avec Rachel, qui est arrivée à ce métier à tout hasard. J'avais travaillé avec une dame. Elle m'a dit qu'elle avait un ami qui avait une boutique de vente de chaussures de luxe pour hommes qui cherchait quelqu'un. Je suis venue, j'ai vu le cadre, j'ai aimé le cadre d'abord et puis j'ai vu le travail qu'il faisait ici. Ça m'a intéressée. Il m'a demandé si ça m'intéressait, je lui ai dit oui. Donc c'est après ça qu'on a fait un essai et puis il m'a embauchée. Dans leur atelier, elles passent des heures, voire des jours, à essayer de donner une nouvelle jeunesse à des chaussures qui ont pris des rides. Nous sommes partis sur une base marron clair. Pour avoir ce résultat-là, déjà, il a demandé à avoir du rouge. Et avec, vous voyez le côté cousu là, il a demandé que ce soit un peu plus foncé. C'est-à-dire foncé, nous on appelle ça légèrement la fumée. Donc on fume un peu les côtés tissés et ça nous donne une belle allure. Aucune chaussure ne résiste à leur habileté. Nous avons cette chaussure-là, une tennis. Voilà la couleur d'origine, la teinte. Les clients l'ont achetée et malheureusement, ils constatent que la chaussure est légèrement tachée. Il y a des petites imperfections dessus qu'ils n'aiment pas. Et pour avoir un bon rendu, on lui a proposé de faire une patine dessus pour cacher toutes ces imperfections. Et voilà un peu ce qu'on a pu obtenir. On attend qu'il nous valide encore et qu'il apprécie ce qu'on a fait et qu'on continue sur l'autre pied. C'est bon? Vous avez pu avancer un peu sur les chaussures sur lesquelles vous travaillez? Si Marthe et Rachel excellent dans leur activité, c'est grâce à Guillaume Do. Donc il faut commencer déjà à sombrer un peu plus sur les côtés. La formation n'a pas été facile, ça a été très long parce qu'il fallait qu'elles comprennent le mécanisme, il fallait qu'elles comprennent ce qu'il fallait faire sur la chaussure et tout ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je suis tellement fier de les voir travailler. Elles sont capables de diagnostiquer une chaussure qui arrive. Dès la réception de la chaussure avec le client, qu'est-ce qu'on est capable de faire sur la chaussure jusqu'à la livraison. Voici vos chaussures. Admirez pour voir si la teinte a été bien faite. Vous dites pas que c'est matériau, ça? Si. Les clients, eux, sont séduits par le résultat final. Vous l'aimez ou bien comment vous la trouvez? C'est fantastique. Moi, je ne pensais pas que c'était possible de changer. Ce que je peux donner comme conseil aux femmes, il ne faudrait pas que les femmes aujourd'hui se disent qu'il y a des métiers d'hommes et de femmes. Tous les métiers sont faits pour tout type de personnes, qu'elles soient féminines ou masculines. Et qu'elles se donnent à fond dans ce qu'elles font, qu'elles aiment le travail qu'elles font et elles verront qu'au bout de l'effort, elles auront un résultat fabuleux. Mettre les hommes à leurs pieds avec des chaussures relookées à la touche féminine, Marthe et Rachel sont en passe de réussir leur pari.
Reportage signé Michel Digré. L'agence Emploi Jeunes a organisé la cérémonie de lancement pour la phase 3 de l'opération Une formation, mon passeport pour l'emploi. C'était vendredi dernier à l'université Nangui à Brogua. Cette cérémonie, placée sous la présidence du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, avait pour objectif d'informer les jeunes sur cette opération et les sensibiliser à s'inscrire massivement. Chris Diomondé et Abou Sanogo, reportage. Bonne nouvelle pour les jeunes. Ils auront désormais plus de chances pour leur insertion dans le tissu socio-professionnel grâce à des formations dans plusieurs domaines d'activité. Ce sont 30 000 jeunes à former, répartis comme suit. 10 000 jeunes à l'initiative entrepreneuriale et montage de plans d'affaires. 18 000 aux techniques de recherche d'emploi. 1 000 dans les modules informatique et marketing. Et 1 000 à l'obtention d'un permis de conduire. Cette action s'inscrit dans le cadre du lancement de la phase 3, dite Une formation, mon passeport pour l'emploi. L'initiative est de l'agence Emploi Jeunes. Le gouvernement ivoirien, soucieux d'offrir une gamme de réponses variées aux jeunes, a adopté le 5 avril 2017 la communication relative au bilan de l'édition 2016 et au lancement de l'édition 2017 de ce programme. Cette opération, qui a été initiée pour la première fois, cela a été dit tantôt, en 2015, vise à soutenir les jeunes demandeurs d'emploi en leur donnant les chances de réussite de leur projet d'insertion socio-professionnelle. L'opération Une formation, mon passeport pour l'emploi constitue un véritable levier pour aider les jeunes à construire leur parcours professionnel. La durée de la formation est de 1 à 3 mois maximum, avec à court terme un emploi. Nous sommes vraiment contents que la formation se passe ici. Nous sommes vraiment contents d'avoir une formation qui va dans ce sens-là, dans le sens de comment écrire un CV. Actuellement, nous sommes en train de montrer comment élaborer un CV gagnant pour pouvoir avoir une meilleure communication entre son document qui présente ses différentes compétences à l'employeur. Cette action vise à lutter efficacement contre le chômage en Côte d'Ivoire. Parti au XIXe siècle de la volonté d'un citoyen suisse, Henri Dunant, de soulager les souffrances des blessés de guerre, la Croix-Rouge a été adoptée par plusieurs pays ayant ratifié le traité de Genève. La Croix-Rouge, une des plus anciennes organisations humanitaires au monde, fonctionne aujourd'hui en société nationale dans chaque pays. Notre reporter Franck Guadio a rencontré le secrétaire général de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire. 24 juin 1859, la bataille de Solferino, une bataille sanglante qui inspire le Suisse Jean-Henri Dunant. Il décide de fonder une organisation destinée à secourir les blessés. La première convention de la Croix-Rouge se réunit en 1864, un 22 août. Elle est d'abord ratifiée par 14 pays. Cette convention prévoit l'obligation de soigner les blessés sans distinction de nationalité, la neutralité du personnel et des établissements sanitaires. Plusieurs autres conventions renforceront son rôle. À la Convention de Genève, les États ont ratifié la première Convention de Genève, ses annexes. Donc au niveau humanitaire, les sociétés nationales des pays, notamment comme la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, est conseillère, si on veut voir, de l'État au niveau humanitaire. La Croix-Rouge devient un mouvement, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, présent aujourd'hui en société nationale dans 176 pays dans le monde et regroupant 97 millions d'activistes. 12 000 volontaires et 200 salariés constituent l'ossature nationale. La Croix-Rouge Côte d'Ivoire intervient dans plusieurs domaines. En 2016, elle a beaucoup été présente dans le secteur de la santé. Dans le cadre de la lutte contre Ebola, nous avons été dans le dispositif du ministère de la Santé qui a permis que nous n'ayons pas cette maladie sur notre territoire. Au niveau de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, il faut dire que nous avons une large couverture nationale. Une couverture qui favorise la construction de points d'eau et de latrines essentiellement dans la région du Lodibois. Des actions concrètes de la Croix-Rouge, mais il y a aussi des projections. Pour 2017-2020, il y a un plan de développement stratégique qui est mis en place. Et ce plan de développement a pour vision d'avoir une Croix-Rouge de Côte d'Ivoire qui soit autonome financièrement, qui puisse délivrer des services de qualité sur toute l'étendue du territoire national. Une autonomie financière basée sur l'apport espéré des partenaires institutionnels et de l'État.
Rappelons que le 8 mai était la journée consacrée à la Croix-Rouge dans le monde. L'actualité internationale, en bref, la lutte contre l'apatridie a fait un pas de plus hier mardi en Afrique de l'Ouest. Un sommet réunissait à Banjul le Haut Commissariat aux réfugiés, aussi en charge de l'apatridie, et les États de la CEDEAO. Après la déclaration d'Abidjan en 2015, un plan d'action a été signé par les ministres de la CEDEAO pour s'entendre autour des mesures concrètes afin de mettre fin à la situation d'apatridie. En Centrafrique, 4 casques bleus ont été tués et 8 autres blessés dans une embuscade ce 9 mai dans le sud du pays. Un 5e est porté disparu. Marion Maréchal Le Pen a annoncé hier mardi après-midi à sa tante Marine Le Pen qu'elle renonçait à la politique 2 jours après l'élection présidentielle perdue. La Benjamine de l'Assemblée nationale doit l'annoncer officiellement ce mercredi. Le directeur du FBI a été débarqué hier mardi par le président américain. Dans un très court communiqué, la Maison-Blanche a estimé que le départ de James Comey permettra à l'agence de prendre un nouveau départ. Donald Trump explique que ce limogeage fait suite à une recommandation du ministre de la Justice, Jeff Sessions. Ce dernier reproche à James Comey d'avoir mal géré l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton. Et puis, pour terminer, le candidat du Parti démocrate sud-coréen Moon Jae-in a remporté l'élection présidentielle ce 9 mai avec 41,4% des voix. La victoire de cet ancien avocat des droits de l'homme, partisan d'un dialogue avec Pyongyang, met fin à 10 années de règne conservateur. Fin de ce journal. Bonne journée sur RTI. Bonne journée à vous également. Merci Eva. Diaby, merci. On est toujours très heureux de vous avoir pour le 6h30. Elle également, on est très heureux de la voir. Elle était là en tout début d'émission pour vous livrer les titres donc des manchettes disponibles aujourd'hui. Elle revient pour le détail cette fois-ci des articles. Elle a fait une très belle sélection. Rebonjour Fatima. Alors, la sélection du jour que je vous propose démarre avec Soir Info qui s'interroge. Initialement prévu pour octobre 2018, le prochain congrès du PDCI se tiendra-t-il finalement après l'élection présidentielle de 2020 ? Selon l'hebdomadaire Jeune Afrique qui cite un cadre important du parti d'Harry Conan-Bédier, c'est la tendance générale. Selon cette source anonyme, personne ne semble vouloir d'un congrès au sein de la direction de peur qu'il attise les tensions. Les partisans d'un tel scénario estiment que, ayant procédé récemment à un réaménagement technique de son secrétariat, le PDCI peut se contenter d'une convention pour désigner son candidat en 2020. Cette option présenterait plusieurs avantages, d'économiser du temps et des ressources en vue de la présidentielle. En outre, elle permettrait aux cadres actuels de conserver leur poste. Allez, on parle maintenant de santé avec l'Inter qui a reçu plusieurs lettres et des appels téléphoniques des lecteurs se plaignant du CHU de Yopougon. Et des journalistes donc, du quotidien s'y sont rendus à 3 reprises. Et force est de constater que les griefs des populations ne sont pas des affabulations. Mes confrères ont constaté les nombreuses insuffisances et manquements dont souffre le CHU de Yopougon, notamment le service des urgences médicales très sollicité par les malades. On y voit des accidentés de la route, souffrant de certaines maladies, notamment ceux qui sont dans un état comateux ou gémissant de douleurs atroces. Un spectacle insoutenable, nous dit l'article, pour les âmes sensibles, car les patients y sont accueillis dans des conditions lamentables, regrette l'article. Alors les parents profitent des heures de visite pour réconforter leurs malades en leur envoyant des médicaments. Des groupes religieux, eux, y vont également aussi pour prier pour ces malades et dehors attendent anxieux des proches de malades préoccupés par l'état du patient ou par le manque de moyens financiers que nécessite le traitement. L'article rappelle que les conditions conventionnelles d'hospitalisation des malades exigent le minimum, à savoir un lit pour un patient. Malheureusement, aux urgences du CHU de Yopougon, la réalité semble être tout autre. On reste aussi dans l'Inter avec le droit de réponse du professeur Dagnan Simplice, qui est donc le directeur général de la santé, qui reconnaît des insuffisances et les difficultés du système sanitaire. Et dans son entretien que propose l'Inter, il explique les efforts faits par le ministère de la Santé pour les surmonter et annonce des réformes. C'est donc un dossier à suivre et je me ferai le plaisir de relayer les avancées si avancées il y a.
Allez, on poursuit maintenant pour la page internationale avec le bien nommé Courrier international qui nous dit que la Cour pénale internationale envisage d'ouvrir une enquête sur les crimes visant les migrants en Libye qui est devenu un marché pour la traite des êtres humains. Selon la déclaration de Fatou Bensouda devant le Conseil de sécurité des Nations Unies ce lundi, elle s'est dite consternée par les informations crédibles selon lesquelles la Libye est devenue un marché pour donc le trafic d'êtres humains. L'article rappelle que les passeurs de migrants clandestins profitent du chaos qui règne dans ce pays depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Et la CPI examine soigneusement la possibilité d'ouvrir une enquête sur les crimes liés aux migrants si les cas, bien sûr, révèlent de la compétence du tribunal. Et maintenant, on part dans le plus grand pays musulman au monde, c'est l'Indonésie, où le gouverneur chrétien de Jakarta a été condamné mardi à 2 ans de prison pour insulte à l'islam. Son crime, si j'ose dire, d'avoir déclaré en septembre que l'interprétation par certains théologiens musulmans d'un verset du Coran selon lequel un musulman ne doit élire qu'un dirigeant musulman était erronée, provoquant une vague de contestation dans ce pays d'Asie du Sud-Est où toute référence à l'islam est très sensible. La preuve. Allez maintenant, pour l'insolite, je vous propose de découvrir un nouveau restaurant où j'espère inviter Eva et Marcelin bientôt. Alors, il a ouvert ses portes le 15 décembre dernier dans la ville mythique de Carthagène des Indes, au nord de la Colombie. Il propose à ses clients une expérience unique, un repas en prison servi par des femmes détenues dans une ambiance cosy. Le restaurant de la fondation Teatro Interno dans la prison de San Diego permet à ces femmes un peu de liberté en détention et les amène doucement vers la réinsertion à la vie civile. Donc, lors de leur prochain séjour en Colombie, mesdames, sachez qu'Eva et Marcelin se feront un plaisir de venir déjeuner dans votre cantine, même si c'est dans une prison. Ah, je ne prendrai pas le risque. Non, non, du tout, parce que on ne sait pas pour quel crime est-ce que ces femmes ont été condamnées. Imaginez qu'il y ait une empoisonneuse dans le cas, dans le groupe. Là. Avec mes origines, ça va vous protéger. Ça ira, je me contenterai du feu croc. Non, ne vous en faites pas. Merci, Monsieur J. Réservez le bon vin. Une table pour 2. Une table pour 3. Vous serez la goûteuse, hein, vous allez goûter. Regardez. Voilà, c'est bien de nous inviter, mais vous serez là, vous allez goûter. Merci Fatim. À demain. Et au pas de course, Fatim va aller bien sûr pour sa revue de presse, mais cette fois sur Radio Côte d'Ivoire, dans la matinale, bien sûr, de cet autre pan du groupe RTI. Merci, bonne journée à vous. Alors, nous sommes toujours, hein, c'est ça, hein, le mercredi 10 mai 2017. Sachez qu'aujourd'hui, nous avons une pensée donc, pour le souvenir de l'esclavage domine bien nos pensées. Nous avons vraiment à cœur le fait qu'il faut intégrer cela dans tous les cursus d'éducation. Il faut que le monde sache ce qui s'est réellement passé et ce pan de l'histoire de notre continent. On n'en parle pas assez dans les médias. Parfois, il y a des débats. Est-ce que c'est un crime contre l'humanité? Est-ce que ce n'est pas? Alors qu'il faut reconnaître que, franchement, c'était l'une des plus grosses erreurs de notre ère moderne. On va souhaiter une très bonne fête à toutes celles qui se prénomment Solange, qu'on fête aujourd'hui. Et en profiter pour souhaiter une bonne fête et un excellent anniversaire à Solange Aralamon, que vous connaissez. Journaliste très dynamique, femme de médias, très au fait de tout ce qui se passe dans la sphère culturelle. Grosse bise et joyeux anniversaire. Et très bonne fête à toutes les solos. En général, on appelle les Solanges solos. C'est ça. Vous en connaissez d'autres? Oui, ma grand-mère, que vous aviez saluée ici la dernière fois, alors qu'elle n'est plus. Mais ça, tout ça, ça fait partie de ces matinales. Donc, elle s'appelait Solange. Et j'ai une grande pensée pour elle parce qu'elle a contribué vraiment à notre éducation. Merci beaucoup. Non, ça c'est vous ça. Salutations également à M. Yves Landry, dit fonctionnaire, et Roselyne qui nous regarde depuis les deux plateaux. Eva, ne me déconcentrez pas. Et puis tous ceux qui nous regardent de l'extérieur de Alfortville à Paris sont passés, sans oublier donc tous les endroits du monde entier où il y a des Ivoiriens, il y a des personnes qui regardent RTI1. N'oubliez pas que c'est tous les jours, du lundi au vendredi, avec cette personne qui va parler maintenant. Oui, les Ivoiriens de Montréal également, parce que un téléspectateur très assidu nous faisait remarquer qu'il y a eu des intempéries là-bas et que certains Ivoiriens avaient été touchés et qui sont nombreux à nous suivre depuis Montréal. Gros bisous à vous et force. On est avec vous. Ça vous dit de faire un tour à Abidjan? Oui. Route, s'il ne pleut pas. Allez, mettez le contact, on vous suit. C'est fait, on va féliciter voilà. On a démarré sans elle. On y va.
2 plateaux, boulevard Latry, j'ai cru voir un éclair. Hein. Alors n'oubliez surtout pas les parapluies parce que de gros nuages chargés sont au-dessus de ce ciel des 2 plateaux. Hier, on a eu une forte pluie aux environs de midi. J'espère qu'aujourd'hui, vous saurez faire face hein, en vous prémunissant à l'avance, bien évidemment, avec éventuellement des parapluies. Et puis, je le dis très souvent, hein, n'oubliez pas de prendre soin des éléments de visibilité de vos véhicules, vitre avant, vitre arrière, rétroviseur, tout ce qui vous permet de voir très tôt le matin, c'est déterminant. Franchement, je parle d'expérience, hein, parce qu'il y a eu une pluie il y a quelques semaines, une forte, très forte pluie où Eva et moi, nous roulions à 2 à l'heure pour arriver ici. C'était pas évident. Ah oui. Très tôt le matin, sérieusement, il faut faire attention. Autre endroit, c'est bien sûr Treichville, un endroit des plus magnifiques, des plus intéressant de notre capitale administrative. Koumassi et Treichville qui est au ralenti parce que ça ne bouge pas, c'est du live. Hein. Je rappelle que nous sommes en partenariat avec Abidjan.net, donc la circulation est fluide. Et là, nous sommes à Koumassi, au Grand Carrefour de Koumassi qui s'éveille, qui s'anime de plus en plus. Mais on a l'habitude avec cette commune-là qui est très lève-tôt, on a l'habitude de voir une animation beaucoup plus dense que dans les autres communes que nous visitons. Rien donc de particulier à signaler. On termine avec De Gaulle, le général De Gaulle, le pont général De Gaulle qui affiche donc une image statique, mais rassurez-vous, nous avons le live ici et ça montre que la circulation est fluide. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, nous allons recevoir notre invité qui vient de faire son entrée dans ce studio. C'est notre psychologue, notre docteur maison, Bernadette Asso-Unguessan, spécialiste famille, qui va venir directement sur ce plateau. Le temps qu'elle s'installe, mesdames et messieurs, nous allons aller maintenant. Le thème aujourd'hui, à quel moment devient-on vraiment adulte? Jingle, élément explicatif et nous nous retrouvons pour ce dernier couloir des matinales sur RTI 1. Elle me plaît. Qui ça? Elle. Pas de compte bancaire. Service client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sécurisé par bande magnétique, puce électronique et code secret. Alerte SMS à chaque transaction. Validité de 3 ans. Et en plus, elle me sert. Création en temps réel. Transfert gratuit de carte à carte. Acheter et vendre sur Internet dans les commerces. Jusqu'à 25% chez les partenaires. La carte Visa prépayée Abidjan.net pour te plaire et te servir. Rejoins la communauté. Lorsque Jean-Luc Boimé était petit, après avoir perdu l'un de ses parents, il s'est retrouvé confronté aux réalités de la vie. Malgré son jeune âge, il se comportait comme une personne responsable face aux difficultés qu'il rencontrait. Ce jeune homme nous explique alors comment il est devenu adulte malgré lui. Moi, je pense que déjà tout petit, si vous avez déjà tous les parents, de mon cas, vous êtes encore très petit, vous ne sentez pas encore la vie, mais une fois que vous perdez l'un des parents, vous êtes confronté à des réalités de la vie qui vont vous pousser à devenir adulte. Pour mon cas, par exemple, déjà tout petit, j'ai perdu l'un des parents. Et étant tout petit, c'était vraiment intéressant parce que tous les parents étaient là, donc tout ce que tu voulais, tu pouvais l'avoir. Mais une fois que l'un des parents décède, alors ça devient vraiment très compliqué. Et puis vous êtes confronté à des situations un peu difficiles qui vont vous pousser non seulement déjà à stopper l'école, parce que vous êtes obligé de chercher à manger et puis chercher à vous prendre en charge. Donc vous cherchez maintenant à faire des petits boulots pour pouvoir obtenir quelque chose. Donc, déjà, je suis un peu dans ce carnaval. Donc c'est un peu ça. Odette également est une orpheline qui a grandi avec son grand-père jusqu'à l'adolescence. À l'âge de 16 ans, elle est pratiquement livrée à elle-même et décide alors de se prendre entièrement en charge et entre dans le monde adulte étant adolescente. Quand moi j'étais petite, toute petite, j'ai été élevée par mes grands-parents. Donc jusqu'à l'âge de 13 à 14 ans, je suis venue à Abidjan avec ma tante. J'étais en classe de 5e. J'ai vu que, vu la situation, il fallait se prendre en charge. J'ai voulu de mes propres ailes. Puis je suis allée à l'aventure pour fréquenter. Et puis c'est à partir de là que j'ai su que vraiment la vie était quelque chose qu'il fallait prendre ça au sérieux pour ne pas t'amuser.
L'âge d'un adulte, ça dépend de la situation de la vie. On peut se prendre en charge, même à 8 ans, même on peut savoir. Pour Guédé, il s'est senti adulte lorsqu'à son jeune âge, il a eu son premier fils. J'ai eu mon premier enfant à 18 ans. À 18 ans, j'ai vu que je suis devenu père. Je devrais m'occuper de mon enfant. Donc j'ai pris sur moi une décision d'affronter la vie. Et c'est comme ça qu'on devient adulte. On n'enseigne pas le temps à quelqu'un. C'est le temps même qui te conduit, qui te pousse à être adulte. Quand tu vois ta situation dans laquelle tu vis, c'est le temps même qui te pousse à être adulte. Les réalités de la vie t'amènent à être adulte. Voilà. On ne conseille pas à quelqu'un c'est pas un concours. Voilà. Mais c'est la vie même qui te pousse à être adulte. Être adulte ne serait donc pas relatif à l'âge, mais plutôt à certaines situations de la vie qui sont imposées à l'adolescent. Pourtant, celui-ci a pleinement le droit de vivre l'adolescence. Alors, les parents, la famille, la société, qui sera le véritable responsable de ce phénomène? Voilà, le débat a commencé sur ce plateau. Comme vous pouvez vous en rendre compte, on doit dire tout ce qu'on a entendu ici? Non, du tout. C'était des offs de l'émission. On se confiait un peu à la psy qui nous donnait des pistes sur notre maturité à tous les deux. Hein. Moi, j'ai gardé mon âme d'enfant. Oui, on en parlait justement et la question sera posée au docteur. Est-ce que c'est bien de garder cette âme-là d'enfant et de garder quand même un peu de fraîcheur? Elle nous dira tout. Bernadette Assonguesson, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Des cas ont été évoqués dans le reportage que nous avons vu, notamment perte de parents, naissance d'enfants qui auraient fait mûrir un peu plus rapidement. Première question, qu'est-ce qu'un adulte? Est-ce que c'est l'âge qui définit la maturité d'un individu? Eva, tu l'as dit plus ou moins. Quand on parle d'adulte, il s'agit de parler de maturité et donc du processus de maturité, la maturation. On part d'un stade et le processus s'accompagne de l'éducation, des acquis de la vie, jusqu'à arriver à un certain stade où on peut prendre soin de soi-même, où on peut prendre ses décisions, où on peut vivre indépendamment de la famille ou indépendamment d'un support qui peut être un tuteur ou un parent. Voilà ce que c'est que l'âge adulte. Ce n'est pas l'âge 16 ans, 17 ans, non, qui donne la maturité, mais c'est un processus, c'est un ensemble de constats qui fait qu'on se dit telle personne à l'âge adulte, telle personne se construit ou vit comme un adulte, agit comme un adulte. L'adulte est donc la personne qui est responsable et qui prend ses décisions et qui les assume. Qu'est-ce que vous pensez de cette assertion selon laquelle c'est l'émotion qui définit la maturation et non la raison? Oui. Comme vous le dites si bien, mais c'est dans l'émotion, c'est la façon de gérer son émotion. Absolument. C'est la gestion de cette émotion. Parce que quelque chose peut se produire là sur le plateau pendant que nous sommes en train de parler, mais vous et moi, chacun de nous aura une façon différente de réagir par rapport à ce qui s'est passé. L'un peut se mettre à pleurer, d'autres peut être complètement cloîtré, et puis quelqu'un d'autre peut être complètement lucide, avoir une certaine sérénité pour mieux apprécier ce qui se passe avant de pouvoir prendre une décision, soit peut-être de fuir ou d'adopter une attitude. Donc la maturité, c'est effectivement cela, la capacité de gérer et de bien prendre le contour, de faire de bonnes analyses et de prendre la bonne décision par rapport à ce qui se présente. Et qui dit émotion dit forcément expérience, hein, parce que ça découle des expériences qu'on vit. Est-ce qu'il faut forcément passer par des expériences difficiles, voire douloureuses, pour gagner en maturité? C'est vrai que cela aide, et plus rapidement, mais parfois ça peut produire l'effet contraire où ça vous anéantit complètement. Mais nous disons très souvent qu'il s'agit de la personnalité de la personne qui est en face de la situation. Donc, pour le processus de maturité part par différents stades. Donc, à quel stade de son développement l'individu en face s'est cristallisé? Si quelqu'un s'est cristallisé au premier stade, tout ce qui est oral, vous verrez que c'est cette personne-là qui aura tendance à tout verbaliser. À tout verbaliser. Mais si dans son développement, elle s'est arrêtée et cristallisée autour, par exemple, du stade Oedipe que tout le monde connaît bien, où la petite fille veut supprimer donc, la mère pour prendre la place de la mère auprès du père. Si cette personne-là ne quitte pas cette phase-là dans son développement, bon, ce sera une personne qui sera très souvent frustrée. Parce que le père ne lui appartient pas et ne lui appartiendra jamais. Et donc, nous disons qu'il y a la personnalité de la personne,
mais aussi l'éducation reçue dans la famille. Et donc, si vous êtes dans une famille, les drames peuvent arriver dans la famille. Oui. Comment est-ce que ces choses ont été gérées dans la famille? Donc, cela vous donne les éléments d'avancer et de bien avancer. Vraiment, nous sommes en connexion. Ça tombe bien par rapport à la question. Il y a un téléspectateur qui se signale déjà. J'ai perdu ma mère à l'âge de 4 ans et cela a dépeint sur ma personnalité. J'ai été élevé par mon père qui a joué le rôle de père et de mère en même temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, face à certaines situations, il y a une petite chose qui manque, il y a une petite flamme. Par exemple, lorsque nous étions en cours, excusez, c'est un peu long, lorsque nous étions en cours au lycée, mes amis avaient l'habitude d'aller expliquer tous leurs problèmes intimes qu'ils ne pouvaient pas expliquer à leur père, à leur mère. Et moi, j'étais seul. Depuis, j'ai compris que j'étais devenu adulte d'une certaine manière, mais un adulte enfant. Oui, un adulte enfant. Oui, l'adulte, ça procède de plusieurs choses. Hein. Quand on est adulte, ça veut dire qu'on a une certaine maturité émotionnelle. Hein. Sur le plan psychologique, on est adulte. On a atteint la maturité psychologique. L'adulte aussi, c'est celui qui a atteint la maturité intellectuelle et qui a atteint aussi la maturité spirituelle. Parce que tous ces éléments-là constituent l'individu. Et on peut tout à fait avoir la maturité intellectuelle. La maturité intellectuelle veut dire quoi? Faire de bonnes analyses et comprendre aisément les choses parce que sur le plan intellectuel, peut-être que j'ai réussi mes diplômes, j'ai réussi mes études, et ainsi de suite. Donc, on se dit qu'on a une certaine maturité intellectuelle parce qu'on a de bons raisonnements, ainsi de suite. Mais à côté de cela, si vous n'avez pas la maturité psychologique, donc le contrôle et la gestion des émotions, mais vous allez paraître donc un adulte sur le plan intellectuel, tous les débats, vous êtes super bien, mais dans votre conduite de tous les jours, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez une fragilité émotionnelle qui vous conduit à pleurer à tout bout de champ ou à une nervosité incontrôlée, un certain nombre de sentiments et d'émotions que vous ne pouvez pas contrôler, à tomber amoureux pour... ça et ça et là. Un cœur d'artichaut. Voilà, et tout cela. Et donc, il y a donc la maturité psychologique qui n'est pas assurée. Dans ces conditions-là, il faut se faire aider pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché dans le processus de maturation pour que vous puissiez atteindre donc cette maturité psychologique. Et voilà. Donc, c'est un ensemble. Quand on parle d'adulte, c'est la personne... Il y a la prise en charge. C'est une alchimie, au fait. C'est une alchimie. Exactement. Mais c'est beaucoup plus... un ensemble de choses qui se mettent ensemble pour former un tout résistant. Un tout résistant. Résistant à quoi? Résistant aux aléas de la vie, résistant aux problèmes qui peuvent surgir. Dans les témoignages que nous avons vus, il y a eu plusieurs cas qui disent « j'ai perdu mes parents et donc, du coup... » Je me suis sentie adulte. Mais se sentir adulte, c'est la capacité de pouvoir avoir ses propres pensées, de pouvoir penser différemment que tout ce que la famille peut donner ou l'environnement dans lequel on a vécu peut donner, c'est d'avoir l'autonomie. C'est une affaire d'autonomie. Je pense différemment, pas au contraire de ce que la famille voudrait qu'on pense, mais différemment. Pas forcément une opposition ou une radicalisation, mais différemment. Je me sens adulte parce que je suis autonome financièrement. J'arrive à ne plus dépendre de l'argent du papa, même si je dépends encore de l'argent du père ou de la mère. Mais cet argent qui m'est donné, je sais gérer, je sais planifier et vivre véritablement avec cela. C'est ça, être adulte. Donc, avoir la prise en charge de soi-même avec des modes et des valeurs qui ont été donnés soit par l'éducation que nous avons reçue, parce que nous avons été éduqués dans une famille, mais quoi qu'étant orphelins, nous sommes toujours éduqués dans une famille. Et pour poursuivre avec le témoignage qu'on a pu voir dans les mots explicatifs, on a également un monsieur qui disait qu'il était devenu adulte à l'âge de 18 ans quand il a eu son premier enfant. Donc les responsabilités peuvent nous aider également à mûrir plus vite que la moyenne entre griffes. Tout à fait. Mais bon, il dit qu'il est devenu mature parce qu'il a la responsabilité donc, de gérer cet enfant qui va venir au monde ou qui est venu au monde. Mais effectivement, des événements de la vie peuvent accélérer le processus de maturation. Donc, c'est la perte, par exemple, d'un parent. Donc, le parent l'enfant croit à deux choses.
la première chose que ses parents sont tout puissants. Peuvent tout, savent tout. Ses parents peuvent être substitués par, en grandissant par la maîtresse, par l'enseignant, par l'éducateur, par le tuteur, ainsi de suite. Et la deuxième chose à laquelle l'enfant croit, c'est à son pouvoir. L'enfant se croit tout puissant. Et effectivement, que faisons-nous dans l'éducation de nos enfants? Depuis l'âge bébé jusqu'à un certain âge, nous cédons tout. L'enfant pleure, il sait que dès qu'il pleure, ben, tout de suite, maman va lui donner le sein. Ou va vérifier si ses couches ne sont pas mouillées, lui donner le confort. Donc, il commence à acquérir le pouvoir de ce que mes pleurs me donnent la satisfaction de tous mes besoins. Et il grandit avec ça. Au fur et à mesure de son âge qui avance, il se dit, mon pouvoir marche toujours. Parce que vous allez voir l'enfant de 7 ans qui va au supermarché avec ses parents, et puis il veut quelque chose dans un rayon, son parent lui dit non, il se jette dans le supermarché, il se roule, et les parents sont obligés de céder à cela. Donc son pouvoir, il exerce toujours son pouvoir. Et plus vous cédez à toutes ces choses, plus l'enfant pense qu'il est sans limite dans son pouvoir et il acquiert cela. Devenir adulte, c'est de savoir que j'ai des limites qui me sont imposées par la famille, par l'éducation, et par la société, et par l'instruction que je reçois à l'extérieur. J'ai des limites et je me conforme à ces limites pour découvrir mes propres pouvoirs qui sont des dons, qui peuvent être des qualités et que je peux faire valoir ou faire profiter à d'autres membres de la famille. Et donc, je ne suis plus celui-là qui fait des caprices, mais c'est celui-là qui apporte. Donc, l'adulte doit apporter. Quand on devient adulte, on ne doit plus attendre des autres, mais être capable d'apporter aux autres et de partager avec les autres. Question sur Facebook. Je rappelle, mesdames et messieurs, que vous avez la possibilité d'interagir. Hein. Nous sommes en connexion, vous le savez, c'est le principe. D'un moment à l'autre, ça va apparaître les créneaux par lesquels vous nous contactez. Voilà, c'est fait. Merci donc à se reféliciter. Adama Koné, l'âge est un chiffre, la maturité est un choix. C'est sur le Facebook de l'émission. Et puis, il y a une autre question. Ma femme est le calque de sa mère. Ça, c'est M. Touré Adama qui nous écrit d'Odiéné. Ma femme est le calque de sa mère, la copie conforme, ce qui fait que j'ai l'impression qu'elle n'a pas encore réalisé qu'elle est une femme à part entière et qu'elle doit s'assumer. Oui. C'est ce que je disais tantôt dans le stade de développement que l'enfant parcourt. Il faut pouvoir, à un moment donné, affirmer sa propre identité, sa propre personnalité. Cela se fait comment? Prendre conscience que je suis et que je ne suis pas ma mère. C'est possible que je lui ressemble physiquement, trait pour trait, ou en termes de valeurs qu'elle fait circuler, que je lui ressemble par rapport à un certain nombre de choses, mais je suis différente de ma mère, je suis différente de ma sœur aînée, je suis différente de ma sœur cadette. Je suis une personne qui peut apporter ci, qui peut apporter cela, qui peut apporter ci, qui peut accepter ou ne pas accepter ceci. Avoir mes propres erreurs. Avoir ses propres valeurs, ses propres pensées, ses propres décisions. Ses propres erreurs aussi. Ses propres erreurs et les assumer, tout à fait. Et donc, quand quelqu'un est copie conforme de la mère, il faut voir la copie conforme va jusqu'à quel point. Est-ce qu'on reproduit jusqu'aux erreurs de la maman, sachant très bien que ce sont des erreurs? Et donc, si on n'a pas pu identifier que ce sont des erreurs et qu'on les reproduit, il y a un problème au niveau de sa personnalité. Quand l'autre me dit la maternité est un choix, peut-être. Parce qu'à un moment donné, un événement peut faire qu'on choisit pas de la maturité, mais de poser des actes qui nous font croire que nous sommes matures. D'accord? Donc, c'est le choix de dire, je vais faire ça, je vais me comporter ainsi, et on pensera que je suis adulte. Sinon, c'est un processus. Alors, est-ce que dans l'absolu, il y a un âge pour être adulte? Oh non. Est-ce que dans l'absolu, il y a une période, même je dirais, entre 18 et 24 ans ou entre 21 et 30 ans? Est-ce qu'il y a une période pour marquer sa maturité et dire, bah, si à ce moment, on n'en est pas devenu mature et adulte, on ne le sera peut-être jamais? Comme je dis, la maturité est un processus. Il faut partir d'un point zéro et avoir des acquisitions, des transformations, des changements, jusqu'à arriver à un point où
on devient autonome. Alors, est-ce qu'il y a un âge? Théoriquement, on situe des périodes. Donc, on se dit, l'adolescence, c'est de 12 à 18 ans. D'accord? Officiellement? Oui, ça, c'est une période. Mais quelqu'un peut être dans l'adolescence jusqu'à 21 ans. Ou avant 12 ans. Ou afficher une certaine maturité étonnante, surprenante de la part de l'entourage, parce que, véritablement, ses réflexions, ses prises de décision, sa parole, sa conduite même, inspire qu'on le respecte, qu'on lui fasse confiance et tout cela. Donc, on se dit, mais il n'a que 12 ans, mais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il se comporte comme un adulte? On dit c'est un petit vieux. Bon, toutes ces expressions qui peuvent l'accompagner, qui peuvent le décrire. Mais l'adulte, véritablement, c'est après l'âge de 18 ans. Comme vous voulez une période, c'est après l'adolescence. Normalement, nous devons commencer à devenir jeunes adultes. Il y a cette phase intermédiaire comme avant l'âge de 12 ans, l'âge de 7 à 12 ans, qu'on appelle la période de latence. Mais le jeune adulte, donc, tu es adulte, mais pas encore en termes de responsabilité. Quand on dit jeune adulte, ça veut dire que tu tends vers pour avoir ou qu'on te confie un certain nombre de responsabilités pour voir si tu es capable de pouvoir t'assumer tout seul. S'assumer tout seul, c'est par exemple pouvoir vivre tout seul dans sa maison, dans un espace et organiser son temps, organiser ses activités, organiser ses finances, organiser tout ce qui est ses études ou son travail et ne pas avoir à dépendre de quelqu'un. Voilà ce que c'est que l'adulte. Donc, à partir de 24 ans, 25 ans, ne dit-on pas que la femme, la jeune dame qui a 25 ans et qui, à ce niveau-là, n'est pas encore mariée, pose un problème. C'est parce qu'on suppose que elle, jusqu'à 25 ans, c'est l'âge où elle a déjà atteint l'âge adulte et donc elle peut assurer donc des responsabilités. Que veut dire ce rire? Non, moi, c'est Eva qui sourit. C'est elle qui a souri. Alors, il y a une question de monsieur... 25 ans pas marié. Mais vous êtes loin d'avoir 25 ans. Vous ajoutez 17 dessus. Alors, pour être plus sérieux, monsieur Gandonou du Bénin dit que lui, il a essayé de mettre en place un partenariat avec sa fille aînée. C'est-à-dire qu'il lui confie, elle n'a que 10 ans, il lui confie des tâches comme si c'était une personne adulte. Il lui parle de ses soucis au travail, il lui parle un peu de tout, histoire de la responsabiliser, il dit psychologiquement. Il demande, est-ce que c'est la bonne méthode? Pour transformer sa fille de 10 ans en conseiller et en psychologue. Il sait bien qu'elle est jeune, mais il lui parle quand même, il lui parle de tout. Quand nous disons qu'il faut parler aux enfants, il ne s'agit pas de leur parler des choses des adultes pour les traumatiser. Parce qu'en lui parlant, par exemple, de ses déboires sentimentaux ou au travail et tout cela, quelle personnalité va-t-il forger en cette jeune fille qui va plus peut-être croire en l'adulte qu'ils sont, de voir que ce sont des personnes complètement irresponsables. Et donc, elle peut, dans son développement, dévier. Tout à fait. C'est bon de parler à son enfant, mais de parler des choses de son âge et des choses qui vont lui permettre d'avancer dans son âge. Pas brûler les étapes. Mais pas brûler les étapes. D'accord. Alors, donc, on a tendance à dire que les filles mûrissent plus vite que les hommes. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'on dit que, par exemple, une petite fille, enfin, une fille de 15 ans et un garçon de 15 ans, c'est absolument pas la même façon de penser et de réfléchir. Tout à fait. Alors, comme je dis, c'est un processus. Quand la jeune fille, l'éducation aidant, quand la jeune fille, à partir de 15 ans, a déjà ses menstrues, d'accord? L'éducation lui dit, dès cet âge-là, tu es capable d'avoir un enfant et donc d'être marié et de diriger une famille. Donc, dans le processus de l'éducation de la jeune fille ou du jeune garçon, il y a des différences qui s'introduisent parce que, justement, dès que la jeune fille, dans nos traditions, malheureusement, pour un certain nombre de choses, dès que la jeune fille a ses menstrues, on considère qu'elle est déjà adulte et on peut déjà la marier, on peut déjà lui confier un certain nombre de responsabilités, la responsabilité même de s'occuper de la maison en remplacement ou en substitution de la maman. Ce sont des exercices qui peuvent aider la petite fille à mûrir, effectivement, aller plus vite dans son processus de devenir adulte. Mais il y a des inconvénients.
L'inconvénient, c'est que le fait d'avoir eu ces menstrues ne veut pas forcément dire qu'au niveau même physique ou au niveau même physiologique, qu'elle ait atteint la maturité. Parce que la maturité, c'est tout un ensemble. Il y a le physique, il y a le psychologique, il y a l'intellectuel, il y a le spirituel. C'est tout un ensemble. Et donc, il ne faut pas brûler les étapes. On peut avoir donc la maturité parce que sur le plan de sa réflexion ou sur le plan psychologique, la jeune fille a plus, son développement psychologique va beaucoup plus vite que le jeune homme à cause de l'éducation et de tous les affects qu'il y a dedans. Elle voit la maman et tout ça, donc on veut tout de suite lui ressembler et devenir grand. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Il y a des aspects qu'il ne faut pas négliger. La maturité, l'adulte, c'est un ensemble de choses et il ne faut pas en laisser d'autres. Les jeunes gens prennent plus de temps dans la maturité. Pourquoi? Parce qu'on leur confie plus tard les responsabilités. On le laisse jouer, on lui passe tout. Et donc, il se dit, bon, tant qu'on peut encore prendre soin de moi, tant qu'on peut me permettre de faire ci ou de faire ça, j'ai le temps. Mon père est là pour, ma grande sœur est là pour, celui-là est là pour. Et donc, il prend le temps de se comporter encore comme un enfant en attendant, parce qu'il sait très bien que d'autres personnes vont assurer les responsabilités qu'il ne veut pas assumer ou qu'il ne peut pas assumer. En fait, pour synthétiser, c'est un agrégat de choses. Oui. C'est un agrégat de choses, ça se construit. Ça ne se décide pas. Le fait d'être adulte ne se décrète pas. Non. Et on a souvent tendance à dire que les enfants dits gâtés, c'est-à-dire qu'ils bénéficient de tout de leur enfance, ont du mal à entrer dans ce monde des adultes. Est-ce que c'est vrai? Ça peut être vrai parce que l'éducation les a infantilisés. Voilà. Si une éducation infantilise l'enfant, mais il ne sortira jamais de cette enfance. C'est bien dit ça. Il ne sortira pas de cette enfance. Donc, il aura toujours tendance à vouloir regarder sur qui s'appuyer, qui peut le faire pour moi. Attendre qu'on lui donne quelque chose. Attendre qu'on lui donne tout. Et malheureusement, ces personnes-là grandissent avec ça. Et même quand ils ont 25 ans ou quand ils ont 30 ans... Ça peut pourrir le couple aussi. Absolument. Et donc, ils se comportent comme des personnes qui doivent à tout attendre des autres et qu'eux n'ont rien à donner aux autres. Ils ne peuvent rien produire. Et donc, c'est très dangereux. C'est vrai que priver l'enfant d'un certain nombre d'éléments, ce n'est pas bon non plus. Mais tout lui donner, à un certain âge, il faut que l'enfant apprenne. Le surprotéger, le couver et tout, c'est... Non, ce n'est pas une bonne chose. L'excès en toute chose nuit. Absolument. La surprotection, la surabondance, toutes ces choses nuisent. Ça crée l'effet contraire. Marco le disait, dans le couple, bien souvent, ça crée des problèmes parce qu'on peut se retrouver avec des hommes ou des femmes qui sont toujours obligés de s'en référer à papa ou à maman, ou à sa sœur, quand ce sont les ou hommes des ou les femmes. Pour le moindre problème, ils sont incapables de prendre une décision. Il y a une dispute de couple, tout de suite, il appelle... Maman est au courant, papa est au courant. Voilà. Ça pose des problèmes. C'est l'immaturité. Surtout quand on a deux personnes immatures à ce point-là dans le couple. Non, ce n'est pas un couple. Ce sont deux enfants qui s'amusent. Ce sont deux enfants qui s'amusent à jouer aux parents et ça ne va pas plus loin que ça. Est-ce que le couple, excusez-moi de vous couper, ça vient de façon instinctive, est-ce que le couple peut aider à atteindre l'âge adulte? C'est un événement comme tout autre. Comme les différentes expériences qui arrivent dans la vie et qui vous permettent de prendre des décisions et qui vous permettent de faire des analyses et d'avancer. Donc, se mettre en couple peut aider, mais si fondamentalement, la personne est restée à un stade où je dois tout attendre de mon père ou de ma mère, cette personne-là, le couple ne l'arrangera pas. Parce que le couple exige qu'elle donne. Et elle n'est pas prête à donner, elle n'a pas appris à donner. Et donc, qu'est-ce qu'elle peut donner si elle n'a pas appris à donner? Elle se dit, je ne dispose de rien, donc je ne peux pas donner. Elle attendra donc du partenaire de recevoir tout et cela posera un énorme problème. La maturité est souvent synonyme d'égoïsme. Oui, quand on est égoïste, c'est que dans sa maturité, il y a quelque chose qui n'a pas marché. On est resté au stade où j'avale tout, je prends tout pour moi et je laisse en moi. Marco? Oui, je suis en train de lire. Les Ivoiriens sont formidables. Oui, il y a beaucoup il y a de une question. J'aime bien cette dame parce qu'elle nous dit la réalité, mais je pense que parfois, quand elle parle, il faut qu'elle intègre nos réalités africaines. Chez nous, en Afrique, on a du mal à être très vite adulte et ça, c'est un problème culturel. Oui, je le dis, c'est tout à fait cela. Parce que vous allez voir encore dans nos maisons, malheureusement, des enfants, enfin, qui ne sont plus des adultes, qui ont 30 ans, 35 ans et qui vivent encore chez les parents et qui attendent tout des parents. Pour quelle raison?
Parce que la situation fait que... Oui, la situation fait que, mais qu'est-ce qui s'est passé? La situation, quand elle parle de culture, dans nos cultures, nous avons appris à être matures très vite. C'est cette transition mal négociée, mal comprise, qui nous met dans des situations compliquées dans lesquelles nous sommes. Quand je dis mal comprise, mal intégrée. Dans nos systèmes traditionnels, il y a les rites initiatiques qui vous vont passer d'un stade d'enfant au stade d'adulte. Et généralement, c'est à partir de 18 ans. L'enfant, quand il sort du bois sacré, quand la fille sort de sa purification, quand on l'a lavée et tout cela, elle rentre dans le monde adulte et elle est tout de suite adulte, elle commence à se prendre en charge. La jeune fille, 1 an ou 2 ans maximum après ses premières règles, elle est déjà dans un foyer, elle a ses responsabilités, elle est partie. Le jeune homme aussi, quand il sort de la société, de la cérémonie initiatique, il est adulte, on le responsabilise, il peut prendre femme, il peut faire ceci, fonder son foyer, il a sa plantation, il a ses activités, il est déjà responsable. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Nous sommes entrés dans le système européen et nous avons commencé à faire des études. On va à l'école. Donc, l'enfant commence à aller à l'école et jusqu'à 18 ans, il est encore à l'école. Jusqu'à 25 ans, il est encore à l'école. Et du fait qu'il est encore à l'école, le parent assure ses charges, assure tout, paye ses études, paye tout cela. Mais en Occident, qu'est-ce qu'il faut pour régler cette question? Dès un certain âge, quand tu es encore à l'école, les parents te prêtent de l'argent pour financer tes études et que tu rembourseras. Donc, la personne qui se retrouve face dans cette situation-là commence à se dire, attention, j'ai emprunté de l'argent à mes parents, je dois le rembourser, ça le responsabilise. Et ça le rend adulte et il réfléchit en une personne complètement autonome qui doit pouvoir rendre compte ou pouvoir restituer ou rembourser ce qui lui a été prêté même par ses parents. Et donc, nous sommes rentrés dans un système et nous n'avons pas pris le soin de mûrir dedans, de prendre les bonnes choses. Nous sommes entrés et nous avons pris tout ce qui était là. Et malheureusement, les choses se sont compliquées pour nous. Et pour parler de surprotection et de prise en charge donc, de ces jeunes adultes, il y a même des personnes de certain âge qui vivent chez les parents, qui font les enfants, dont les parents s'occupent et qui prennent toutes les décisions pour le petit-fils qui est considéré finalement comme un petit frère. Tout à fait. Ça n'aide pas le processus de maturité? Pas du tout. C'est très dangereux. Il est important que les enfants que nous avons, à un certain âge, doivent pouvoir sortir du cocon familial. C'est très important pour leur permettre de s'assurer, de faire leurs erreurs, d'apprendre à faire leurs erreurs et de se construire une personnalité qui va pouvoir transcender les problèmes et les difficultés de la vie quotidienne demain et même de la vie professionnelle aussi demain. Si on reste trop longtemps à être couvé par les parents, cela nous infantilise et ne nous permet pas de devenir adultes. On peut se dire adulte parce qu'on peut avoir la hauteur de parler fort ou de dire un certain nombre de choses ou de faire un certain nombre de choses, mais dès l'instant où vous êtes encore sous couvert, cette couverture ne vous arrange pas et ne vous donne pas votre autonomie et votre indépendance. Vous allez conclure l'entretien, Eva? Oui. Moi, je vous écoute religieusement parce que vous dites des choses tellement intéressantes, importantes. Et on se rend compte que dans notre entourage, on a toutes, je pense, des personnes comme ça qui ne sont pas matures. On ne s'en rend pas forcément compte au premier abord, mais à la lumière de vos explications, on se rend compte qu'il y a des comportements qui ressortent. En tout cas, merci beaucoup, Dr Assou Nguessan. Merci à vous également. Merci, Marco. J'ai été très heureuse d'être avec vous. Moi aussi, j'ai été très heureux d'être avec vous. Merci à vous. Les téléspectateurs vous aiment beaucoup. Malheureusement, le temps qui nous est imparti, fini les questions, les compliments, tout ça. C'est ça, hein, l'esprit de Matin Bonheur. Mettre ici en face de vous des personnes idoines pour parler des choses concrètes avec des preuves et toute une démonstration à l'appui. Merci beaucoup. Nous aimerions saluer tous ceux qui nous regardent à travers le monde. À Rouen, saluer Madame Cissé Fanta et également dans le 9e à Paris, Madame Kébéi Baonon Irène et Dibogei Anne-Marie. Merci. On se retrouve demain, toujours avec le même tableau, mais croyez-moi, avec encore plus de plaisir. Ciao, ciao.